Mes amis, nous voilà impliqués dans quelque chose d'horrible. Il n'y a pas de mots pour exprimer ces actes. Je voulais utiliser le mot bestialité, mais non. L'homme est pire que les bêtes, il les surpasse dans toute l'immensité de l'enfer. J'ai le droit d'écrire cela après ce que j'ai vu et ce qu'il s'est passé à Auschwitz. Ces mots sont essentiels à notre mémoire collective. Ce sont ceux du prisonnier Pierre-Jean, un résistant de l'armée française, entré en résistance contre les nazis. Sa mission, s'évader d'Auschwitz. Revenons un court instant dans l'histoire. Septembre 1939. La Pologne cède sous la charge combinée de l'Allemagne nazie et de l'Union soviétique. Abandonnée par ses alliés français et britanniques, elle pleure plus de 60 000 morts. Sur la voie royale, l'occupant allemand humilie la nation polonaise. Les troupes du Reich paradent devant Hitler en personne. Mais sous les bottes allemandes, des hommes de l'ombre s'organisent déjà en France. Parmi les meneurs du mouvement, un certain Pierre-Jean, officier de l'armée française. La Seconde Guerre mondiale constitue le conflit armé le plus vaste que l'humanité ait connu, mobilisant plus de 100 millions de combattants de 61 nations, déployant les hostilités sur quelques 22 millions de kilomètres carrés, et tuant environ 62 millions de personnes, dont une majorité de civils. La Seconde Guerre mondiale est aussi la plus grande guerre idéologique de l'histoire, ce qui explique que la force de collaboration en Europe et en Asie occupée ait pu être solidaire de pays envahisseurs ou ennemis, ou qu'une résistance ait pu exister jusqu'en plein cœur de l'Allemagne nazie. La somme des dégâts matériels n'est pas évaluée avec certitude. Les pertes en vie humaine et les traumatismes collectifs et individuels sont considérables, la violence ayant pris des proportions inédites. Le conflit donne en effet lieu à de multiples crimes de guerre, crimes favorisés et banalisés par une violence militaire et policière, d'une intensité et d'une profondeur inégalées. Cette violence, notamment contre les civils, étant parfois un élément de la stratégie militaire. On assiste ainsi à l'émergence à une échelle inconnue jusqu'alors de crimes de masse particulièrement atroces et pour certains sans précédent, tout particulièrement à l'instigation de l'Allemagne nazie et du Japon impérial. Parmi ces crimes figurent des massacres génocidaires, allant jusqu'à une organisation industrielle s'appuyant sur la déportation en camps de concentration, camps de travail et centres d'extermination, comportant des chambres à gaz à des fins d'extermination de populations entières, juifs, slaves, tziganes ou de catégories particulières d'individus, communistes, homosexuels, handicapés, témoins de Jéhovah. L'ampleur des crimes des vaincus suscite la définition d'une incrimination nouvelle par les vainqueurs, le crime contre l'humanité, appliqué notamment au génocide des Juifs d'Europe. « 42 500 camps de toutes sortes auraient été construits de 1933 à 1945, selon une enquête récente du Mémorial de la Shoah. Les mémoires collectives ont notamment retenu les horreurs commises dans les camps d'Auschwitz ou le ghetto de Varsovie. Mais ces deux sites tristement célèbres, liés au régime nazi, ne représentent qu'une seule partie du réseau d'extermination hitlérien, qui était beaucoup plus vaste. Ils ont recensé 42 500 sites fonctionnant de 1933 à 1945, de tailles différentes, dans lesquels ont péri ou ont été emprisonnés 15 à 20 millions de personnes. Parmi les victimes, près de 6 millions de juifs, mais aussi des prisonniers politiques, des tziganes, des Polonais et des Russes, ainsi que d'autres groupes ethniques, des homosexuels et des handicapés. Les historiens de la Shoah recensent 6 centres d'extermination nazis
qui ont exclusivement ou essentiellement servi à l'exécution organisée et massive d'êtres humains, dont une écrasante majorité de juifs. Ce chiffre contraste avec les précédentes évaluations, car les estimations d'après-guerre se concentraient uniquement sur une région ou un type de camp, mais pas la situation globale. Cette recherche américaine synthétise l'ensemble des informations connues et chiffrées de l'Allemagne nazie connue jusqu'ici. L'équipe de recherche a passé en revue des milliers d'archives et des témoignages émanant de près de 400 contributeurs, pour certains réfugiés des camps, afin de dresser une liste complète du nom et du lieu des sites nazis et ce que les prisonniers y faisaient. En regroupant toutes leurs informations et le nombre de sites connus dans chaque région, ainsi que des travaux précédents, ils ont établi l'existence de 42 500 ghettos et camps nazis de toutes sortes, essentiellement construits en Allemagne et en Pologne. Les chercheurs ont comptabilisé 1150 ghettos juifs, 30 000 camps de travaux forcés, 980 camps de concentration, 1000 camps remplis de prisonniers de guerre, des milliers d'usines d'armes, 500 bordels dans lesquels les femmes étaient des esclaves, ainsi que des milliers de centres de soins dans lesquels les femmes enceintes subissaient un avortement forcé, les nouveau-nés tués, les handicapés et vieillards assassinés. Cette synthèse complétée permet de mieux comprendre la machine à tuer hitlérienne et son développement. Grâce à cette recherche, les scientifiques ont pu prouver que les camps et les ghettos variaient dans leur taille, mais aussi dans leur organisation. Surtout, ils fonctionnaient en fonction des besoins des nazis. En 1933, le Troisième Reich commence à construire 110 camps uniquement conçus pour les opposants politiques. 10 000 personnes y seront incarcérées pour cette seule année. Puis l'Allemagne nazie commence son expansion vers d'autres pays européens où, à chaque fois, elle construit des camps, mais cette fois-ci afin d'exterminer les minorités. L'histoire est écrite par les vainqueurs, tout ce que nous savons des peuples assassinés et ce que les assassins ont voulu en dire. Si nos ennemis remportent la victoire, si ce sont eux qui écrivent l'histoire de cette guerre, ils peuvent aussi décider de nous gommer complètement de la mémoire du monde, comme si nous avions jamais existé. Le Führer a de nouveau exprimé sa détermination à nettoyer l'Europe des Juifs. Sans pitié, il ne doit pas y avoir la moindre sentimentalité émotive à ce sujet. Les Juifs méritent la catastrophe qui a commencé à les engloutir. Leur destruction accompagnera main dans la main la destruction de nos ennemis. Nous devons hâter le processus avec une froide inflexibilité. Des affiches ont été placardées au coin des rues. Des sections du parti nazi et du parti de la jeunesse hitlérienne se forment dans la ville. Défilés, chants, processions. Le chef du Hitlerjugendpartei, la jeunesse hitlérienne, a fait un long discours. Et ce qu'elle a dit pourrait se résumer en une phrase. Nous allons nous débarrasser des Juifs parce qu'il n'y a pas de place pour eux dans le Reich. Envie de rester à la maison, de ne pas sortir, de ne rien voir de tout ça. Il est dur d'être stigmatisé. Je me demande comment la population va se comporter. Va-t-elle suivre ? Tous les Juifs sont regroupés dans les mêmes immeubles, avec obligation d'y rester après 20 heures. Ils inventent chaque jour des nouvelles mesures pour nous briser lentement. Interdiction d'écouter la radio, d'utiliser le téléphone, d'aller à la piscine, théâtre, cinéma, concert, musée, dans une bibliothèque, dans un restaurant, une gare, un jardin public, de monter dans les tramways, d'acheter des journaux, des fleurs, du café,
du chocolat, des fruits, d'aller chez le coiffeur, de posséder une machine à écrire, un vélo, une chaise longue. Interdiction de posséder un chien, un chat ou un oiseau. Voilà, je crois que c'est tout. Frères et sœurs, d'après les informations que nous recevons de sources sûres, les Allemands vont organiser une rafle et une déportation massive de Juifs. Le danger est grand, fermer les yeux devant la réalité tragique est égal à un suicide. Ne pas attendre à la maison, prendre toutes les mesures pour se cacher. Cacher en premier lieu les enfants, barricader les portes, appeler à l'aide. On n'a rien à perdre, on peut juste y gagner la vie, chercher sans cesse à fuir. Mort aux Juifs, mort à la vilainie, à la duplicité, à la ruse juive. Mort à tout ce qui est faux, laid, sale, répugnant, négroïde, métissé, juif. C'est le dernier recours des hommes blancs, traqués, volés, dépouillés, assassinés par les sémites, qui retrouvent la force de se dégager de l'abominable étreinte. Mort aux Juifs, c'est l'appel ultime d'un peuple d'Ariens qui est tombé dans le piège gluant de la générosité et que les faux judaïques ont assailli. Mort aux Juifs, oui, répétons-le, mort, M-O-R-T, aux Juifs. Le Juif n'est pas un homme, c'est une bête puante. On se débarrasse des poux, on combat les épidémies, on lutte contre les parasites, on se défend contre le mal, contre la mort, contre le Juif. Les Juifs veulent nous faire définitivement crever, et ils crèveront avant nous. Mort aux Juifs, mort à tout ce qui est juif. Ce qui m'a stupéfait et bouleversé, c'est la bonne conscience de tous ces gens qui livraient les Juifs de Pologne et d'Europe centrale, avec une espèce d'austérité, d'abnégation, d'ardeur au travail, en se drapant dans leur vertu. Les gens de Vichy. Cette odeur de sainteté, du pétainisme, ces gens que je connaissais bien et qui feignaient de ne pas me reconnaître quand ils passaient à 1 mètre de moi. Ils se sentaient plus purs de ne pas me serrer la main, à moi, juif. La collaboration de Vichy avec l'Allemagne nazie, une trahison d'État. Il m'a semblé nécessaire de revenir sur cette tragédie française, avec des témoignages de rescapés, de témoins et d'historiens. Été 42, 13 152 hommes, femmes et pour la toute première fois des enfants étaient méthodiquement raflés en plein Paris et déportés vers les camps d'extermination pour seul motif qu'ils étaient juifs. Été 1942, la France a perdu la guerre depuis 2 ans. La moitié du pays est occupée par les Allemands. Paris, sous la botte des nazis, connaît le couvre-feu, les restrictions et les privations. Mais la vie continue, alors que se prépare en secret la grande rafle des Juifs. 16 juillet 1942, jeudi, à 4 heures du matin, commence l'arrestation massive des Juifs, étrangers habitant Paris et sa banlieue. Vous dirigerez les couples sans enfants et les célibataires vers le camp de Drancy, tous les autres vers le vélodrome d'hiver rue Nélaton dans le 15e arrondissement. Ils sont là! Ils arrivent! Les enfants aussi? Ils prennent les enfants aussi! Les enfants! Taisez-vous! Taisez-vous! Les policiers sont venus de très très bonne heure le matin. Ils ont tapé à la porte d'une manière très brutale. Ça nous a réveillés en sursaut. Alors il y en avait 2. Et puis ça a été tout de suite une atmosphère de pagaille, de tiroirs ouverts, de précipitation. Je me souviens que j'ai eu pendant des années et des années que je cachais une terrible honte parce que j'avais beaucoup d'admiration pour ma mère. Elle avait 33 ans à l'époque
qui avait une certaine autorité, et je l'ai vu d'un coup se jeter aux pieds des policiers, pleurer, supplier qu'on laisse ses enfants, qu'on les épargne, et je comprenais pas pourquoi elle s'humiliait de cette manière, surtout que j'ai vu qu'il la repoussait avec le pied, en lui disant de pas leur compliquer la tâche, que bon, ils n'avaient pas de temps à perdre. Ça m'avait énormément frappé, cette violence d'un coup, et puis même par la suite au Veldiv, c'était la première fois que je voyais des adultes en état d'infériorité. C'est assez violent comme impression pour un enfant, un jeune enfant. 4500 policiers français sont mobilisés pour la rafle. Les personnes arrêtées ne peuvent prendre qu'avec elles qu'une couverture, un tricot, une paire de chaussures et 2 chemises. Beaucoup de familles seront séparées, la plupart ne seront plus jamais réunies, et nul ne sait vers où on les emmène. Pendant cette nuit-là, une femme avec son bébé se jetteront par la fenêtre. Près de 13 000 juifs sont raflés en 2 jours. Les juifs étrangers réfugiés à Paris, croyant fuir les persécutions de l'Allemagne nazie. Des juifs français aussi, et pour la première fois, les femmes et les enfants. Ce jour-là, bien peu échapperont au piège. Le Vélodrome, à 2 pas de la Tour Eiffel, le temple populaire de la course cycliste. Le jour de la rafle, c'est au Veldiv que sont emmenées la plupart des victimes. 50 autobus parisiens ont été réquisitionnés par la préfecture de police pour les transporter. La seule photo identifiée de la rafle montrait ces bus garés le long de la façade du Veldiv, l'après-midi du 16 juillet 1942. Toutes les familles, avec les enfants de moins de 16 ans, sont enfermées dans l'enceinte du Veldiv. Plus de 8000 personnes, dont 4000 enfants, devront y survivre pendant 5 jours, sans nourriture et avec un seul point d'eau, avec un éclairage violent, de jour comme de nuit. Mon cher papa, j'espère que je te reverrai bientôt. Essaie de me faire sortir, ainsi je serai avec toi. Ici, je perds toutes mes forces. J'ai beaucoup maigri. Je suis encore malade. Il y a des gens qui disent qu'on va libérer les enfants qui ont moins de 16 ans. Je pleure souvent en pensant à toi, ta petite fille qui t'aime et qui t'embrasse bien fort. Après 5 jours dans le Veldiv, les raflés seront d'abord transférés dans des camps d'internement français, dans le Loiret. Le rendement sera de 8000 unités par jour à condition qu'on ait terminé les crématoriums 2 à 3 à la mi-août. Descendre, Himmler. Il faut descendre. Elles ne révèlent pas le nombre de victimes. Elles ne disent pas s'il s'agissait d'hommes, de femmes ou d'enfants. Voilà la raison pour laquelle les déportés de la rafle resteront un certain temps au camp de Beaune-la-Rolande, avant d'être déportés à Auschwitz. Nous avons assisté dans la matinée au départ des enfants. Pendant qu'on les faisait monter dans les cars avec leurs minces bagages, des scènes déchirantes se sont produites. Les enfants les plus jeunes ne pouvaient comprendre les raisons de cette séparation. Ils s'accrochaient à leurs parents et pleuraient. Les aînés, qui savaient combien la douleur de leurs parents était grande, tentaient de dominer leur peine. Les femmes s'accrochaient aux portières des cars qui partaient. Sur les 13 152 juifs arrêtés entre le 16 et le 20 juillet 1942, seuls 25 adultes survécurent. Aucun des 4051 enfants déportés n'est jamais revenu. Vichy et les Allemands espéraient rafler 24 000 personnes. Mais au matin de la rafle, des Parisiens courageux contribuèrent à cacher 10 000 juifs, hommes, femmes et enfants. Je ne sais pas si cette lettre vous parviendra. Nous nous trouvons dans un wagon à bestiaux. On nous a enlevés jusqu'aux objets de toilette les plus nécessaires.
Pour un voyage de 3 jours, nous avons à peine du pain et de l'eau au compte-gouttes. Les besoins, nous les faisons sans nous gêner, par terre, femmes et hommes. Il y a parmi nous une morte. Quand elle a agonisé, j'ai appelé au secours, mais les wagons sont plombés. Elle est restée sans secours et maintenant, nous devons supporter l'odeur de la mort. Ma sœur et moi, nous nous encourageons mutuellement et nous espérons quand même. Je vous embrasse tous, les enfants, la famille et les amis. Sarah. Chère Paulette, je suis dans un wagon à bestiaux pour la déportation. J'espère retrouver maman. On nous a fouillés hier, on n'a plus d'argent. Je n'ai reçu aucune nouvelle de Paris. Vous embrasserez bien mon frère. Vous lui direz que j'ai beaucoup de courage. Vous embrasserez Dora aussi. J'espère qu'on se reverra bientôt. J'ai écrit ça en quelques minutes. Je n'ai pas le temps ni la place de continuer. Je vous embrasse de tout mon cœur et très fort. Simone. Je remercie beaucoup celui qui remettra ce mot. Il me rendra un grand service. Nous sommes dans le train pour une destination inconnue. J'aurais voulu vous embrasser encore une fois, mes pauvres enfants que je ne verrai plus. Ne te sépare pas de Michel, ne vous laissez pas mettre à l'asile. Demandez au fourreur d'en face, aura-t-il pitié de vous? Je vous serre contre mon cœur, en pleurant. Nous sommes 60 dans notre wagon, dont une 50aine d'enfants. Je suis la seule monitrice au centre de l'UGIP. Les portes sont violemment ouvertes et les enfants sont réveillés par des hurlements. « Raoust, Schnell, dehors, vite !» Il fait nuit, mais des projecteurs nous éclairent violemment. Les enfants, terrorisés, sont tirés dehors par des hommes en costume de bagnard. L'un d'eux me dit en français « Surtout, ne prends pas de gosse dans les bras. » Je ne comprends pas. Je lui demande pourquoi. « Tu comprendras d'ici quelques jours. » La situation est terriblement angoissante. Je vois une petite fille toute seule. Je la prends par la main. L'homme revient vers moi avec un ton très autoritaire. Me dit « Tu n'as pas compris ? Prends pas d'enfant par la main. » Alors, le cœur serré, je laisse la petite au milieu de la foule et je marche seul le long de la voie ferrée. Je me rends compte que tous les petits-enfants partent d'un côté avec les personnes âgées. Il ne reste que des gens qui ont entre 18 et 35 ans. Les Allemands procèdent à cette sélection, comme s'il s'agissait de bestiaux au marché. Et c'est ainsi que disparaissent les 9 petits-enfants que je me suis occupé pendant plusieurs mois. Dans une fraction de seconde, j'aperçus ma mère et mes sœurs s'éloigner à droite. Je les vis disparaître au loin, mais je ne savais pas en cet endroit, à ce moment-là, je me séparais de ma mère et de Tipora, pour toujours. Je jetai un coup d'œil vers mon père comme il avait changé. Tant d'événements étaient arrivés en quelques heures. J'avais complètement perdu la notion du temps. Quand avions-nous quitté nos maisons, le ghetto et le train? Une semaine, une nuit? On nous fit mettre en ligne, puis monter dans un wagon à bestiaux, tassés comme des sardines. Au cours du voyage, il commença à faire très chaud. Nous étions si serrés que nous ne pouvions pas nous asseoir et nous mourions de faim. Une vieille femme s'évanouit. Quelques minutes plus tard, elle était décédée. Quand enfin nous pûmes sortir, nous vîmes un long quai en béton menant de la gare au camp, et où marchait une file interminable de gens. En approchant, je vis qu'ils divisaient les gens en 2 files. Celle de gauche était composée d'enfants et de vieillards, et je compris que je devais à tout prix éviter de me retrouver de ce côté-là. Dès la fin de 1941, le camp d'Auschwitz était prêt à recevoir des prisonniers, principalement des Juifs, venus de tous les pays d'Europe. Les nazis utilisèrent l'excellent réseau ferroviaire pour réunir les Juifs de différentes provenances et les expédier à Auschwitz. La plupart du temps, ils voyageaient dans des fourgons à bestiaux ou des wagons de marchandises plombés. Les premiers convois arrivèrent de Pologne et tous les Juifs furent immédiatement tués.
En 1942, des trains arrivèrent de Slovaquie et de France, puis de Hollande, précédant des convois venus de Belgique, de Yougoslavie, de Norvège et d'Allemagne. En 1943, d'autres trains arrivèrent de Grèce, d'Italie, de Lettonie et d'Autriche. L'année suivante, la plupart des nouveaux prisonniers étaient originaires de l'importante communauté juive de Hongrie, la dernière à être décimée. De temps à autre, arrivaient au camp d'Auschwitz des non-juifs, parmi lesquels au moins 60 000 Polonais, 119 000 Tziganes et 12 000 prisonniers de guerre soviétiques. Les wagons à bestiaux et de marchandises de toute l'Europe furent réquisitionnés pour transporter les déportés vers les camps de la mort. Ils y étaient entassés sans nourriture et sans eau pour des voyages qui duraient souvent plusieurs jours. Quand on est arrivé, ils n'interrogeaient pas tout le monde, seulement une poignée d'entre nous. Et, en fonction des réponses, ils indiquaient 2 directions différentes. Quelqu'un osa réclamer ses bagages. Ils lui répondirent « Les bagages après ». Quelqu'un d'autre ne voulait pas quitter sa femme. Ils lui dirent « Vous vous retrouverez après ». Les mères ne voulaient pas quitter leur enfant. Alors il leur disait « Très bien, restez avec votre enfant ». Ils étaient très calmes, comme des gens qui effectuent un travail normal. En moins de 10 minutes, tous les hommes en bonne santé avaient été sélectionnés. Dans notre convoi, 96 hommes et 29 femmes entrèrent dans les camps d'Auschwitz I et II. Sur les plus de 500 autres, aucun n'était en vie 2 jours plus tard. Ils nous ont emmenés prendre une douche. Ils nous ont ordonné d'attacher nos chaussures avec nos lacets et d'ôter nos vêtements. Mais la douche était en réalité du gaz. Je sais seulement qu'il faisait noir, que les Allemands étaient terriblement nerveux, et que, lorsque ça n'a pas marché et qu'on est ressorti, ils étaient furieux, ils criaient. Ce n'était encore jamais arrivé. Le chef de bloc nous a regardés et il s'est mis à hurler. Comment est-ce possible? Pourquoi êtes-vous ressortis? Vous n'êtes pas censé ressortir. Je crois que ce fut la seule fois à Auschwitz où la chambre à gaz ne fonctionna pas. Debout tout le monde, on se lève, s'entraîner. Devant mes yeux, un corps se balance. Un homme s'est pendu dans la nuit. Mon voisin tend le bras vers 2 autres pendus un peu plus loin. Cela, oui, n'a rien d'exceptionnel, il y en a même moins que d'habitude. Il me raconte qu'on en évacue tous les jours quelques-uns et personne ne prend plus garde à ces détails lugubres. Je regarde les pendus, je les envie d'avoir trouvé la paix. Il y a une entreprise d'extermination des Juifs qui est en cours, de sources différentes et toutes dignes de foi. Nous apprenons que les Juifs sont tués en masse. On rapporte des scènes effrayantes qu'il est difficile de croire et de transcrire. Je n'arrive pas à penser qu'Hitler poursuive un but pareil, ni qu'il y ait tant d'Allemands capables de donner de tels ordres. Notre peuple devra expier ces monstruosités un jour ou l'autre. Quand on ouvre les portes des wagons, rien ne bouge. La plupart étaient morts debout, morts de faim, morts de froid. Un jour, dans l'un de ces wagons, quand on a écarté l'entassement de corps gelés et raides, on a découvert tout un groupe d'enfants juifs. Tout à coup, sur le quai de la gare, sur la neige, parmi les arbres couverts de neige, il y a eu ce groupe d'enfants juifs, une quinzaine environ, regardant autour d'eux, d'un air étonné, regardant les cadavres entassés comme des troncs d'arbres, regardant comme des enfants regardent. Et les SS ont eu l'air embêtés, comme s'ils ne savaient pas que faire de ces enfants de 8 à 12 ans. Bien que certains, par leur extrême maigreur, par l'expression de leur regard, avaient l'air de vieillards. Nous sommes partis dimanche matin et nous sommes arrivés mardi. Nous ne savions pas où. Les vieux agonisaient, les enfants hurlaient.
Au moins 20 personnes sont mortes avant d'arriver à Auschwitz. Je me souviens que ma mère m'a serré contre elle et elle m'a dit « Je suis si heureuse qu'on soit tous ensemble. Quoi qu'il puisse nous arriver, au moins nous serons tous réunis. » Nous ne savions rien de ce qui nous attendait. Ils ont ouvert les portes, ils nous ont dit de sortir le plus vite possible. On pouvait enfin respirer un peu d'air. Ils ont commencé à hurler, les hommes et les plus jeunes sur la gauche, les femmes et les enfants sur la droite. Nous étions si nombreux. On ne pouvait même pas avancer, on se bousculait. Et brusquement, j'ai aperçu ma mère. L'Allemand qui triait les gens s'est jeté sur moi parce que j'essayais de rejoindre ma mère. Il m'a frappé et m'a repoussé. J'ai levé la tête et j'ai vu ma mère partir avec mes 2 petits frères. C'était fini. Il m'a été très difficile psychologiquement de faire cette vidéo. Elle sera donc divisée en plusieurs parties. Cette vidéo est en hommage à mon grand-père, résistant de l'armée française. Il était prisonnier à Auschwitz. Il s'est évadé d'Auschwitz en 1944. Et à toutes les personnes ayant souffert de ces atrocités. À Auschwitz, ne jamais oublier pour penser l'avenir. Je tenais à remercier tout particulièrement Dakota Story, J, B et C pour avoir prêté vos voix pour ma vidéo. Merci beaucoup.